Dernier épisode de l'année, je vous le dis. Il va falloir faire une petite pause, vous relaxer quelque peu, digérer vos réveillons, et on se retrouvera l'année prochaine. Mais avant ça, je vous le dis, dernier épisode, donc épisode, quand même. Ah bah oui. Dernier épisode de l'année, avec mes petits camarades que voici, que voilou, l'épisode 427. D'un côté, nous avons la Suisse, représentée par Thierry. Thierry qui est, pour nos amis qui nous écoutent en podcast, je vous le signale au passage, il a un accoutrement, on va dire de circonstance, en tout cas, à partir du menton, parce qu'il s'est mis un bonnet sur la tête, qui clignote. Oui. C'est un jeu de lumière, voilà. En dessous, traditionnelle marinière pour le bas, détendu, tranquille, voilà. De l'autre côté, aucun apparat. C'est Aurélien qui, lui, n'a pas de bonnet, pas de guirlande, pas de sapin, soft, voilà, c'est comme ça, c'est carré. Bonjour Aurélien. Salut, ça va ? Ça va, on va entamer directement. On est un petit peu, on n'a rien bu, mais on est un petit peu quand même fatigué. Pas encore. Un épisode, vous le savez, c'est comme ça depuis septembre, je continue à le répéter, mais se fait en deux parties. Une partie que vous allez découvrir d'ici quelques instants avec les news de la semaine, telles que mes petits camarades les ont vues, interprétées et ont envie de vous les partager. Et puis, il y aura une seconde partie, une seconde ambiance dans cet épisode, comme dans tous les épisodes précédents. Ça s'appelle le dossier. Et Aurélien, si tu t'es chargé intégralement du dossier cette semaine, je n'ai rien dû faire, tranquille. Thierry, tranquille lui aussi, il s'est tricoté son bonnet, il avait du tricot en retard, il a changé les piles de son bonnet. Il a changé les piles de son bonnet, ça c'est hautement technologique. Oui. Donc Aurélien, ton invité et l'info, et pourquoi on va parler de ça ? Oui, il y avait pas mal d'articles ces dernières semaines sur les nouvelles puces développées notamment par Intel sur les réseaux de neurones à impulsion, Spiking Neural Network en anglais. Et vous verrez, donc on a invité Maxime Vaillant pour essayer de nous décrypter, nous expliquer un peu ce que sont ces nouveaux réseaux de neurones à impulsion. Et j'en profite aussi pour parler d'un autre article qui est paru cette semaine justement dans ce domaine-là, article de France Info, où des scientifiques de la Washington State University de Vancouver commencent à mettre au point des composants et des circuits électroniques à base de miel. Alors c'est assez original pour être souligné. Et en fait, le miel jouerait le rôle des synapses de notre cerveau. Donc on va parler dans le dossier, et vous écouterez ça, de comment l'homme arrive à concevoir des circuits, des algorithmes, du matériel qui se rapproche de plus en plus du cerveau humain. C'est passionnant, je vous invite à écouter. Alors, juste pour la petite anecdote, vous lirez l'article. Donc on en est encore à la phase laboratoire, mais je ne sais pas si un jour on aura des ordinateurs avec des composants avec du miel dedans. Le seul problème, c'est qu'il faut que ce soit un environnement sans poussière, parce que à partir du moment où il y a de la poussière qui vient se coller sur le miel, c'est fini. C'est foutu. C'est foutu. Donc, je me demande quand il y a surchauffe, ce que ça sent. C'est ça, le caramel, tu vois. C'est un petit peu particulier. Vous avez encore rien bu. C'est pour le démarrage d'émission quand même. Du miel dans des ordi. Oui, tout à fait. Je me réjouis d'écouter ce dossier. Et du miel donc il y a du recyclage là derrière, etc. Vous lirez, on va le remettre dans la conduite, enfin dans le descriptif de l'épisode, vous irez jeter un petit coup d'œil, mais si vous cherchez basiquement dans Google miel ordinateur, et alors là en l'occurrence
l'usage qu'on pourrait en faire, et là je reviens au sujet plus sérieusement qu'on développe dans le dossier de cette semaine, c'est est-ce que cette technologie va servir à l'intelligence artificielle réellement ou à autre chose, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose intermédiaire, etc. Et à quelle échéance tout cela va se mettre en place, si ce n'est déjà le cas, peut-être. Vous le découvrirez, je fais un peu de teasing, comme on dit en français, et vous le découvrirez donc après les news qu'on démarre directement. Les news, c'est sous forme d'abécédaire, hein, donc c'est de briques et de broc, et comme on dit en Belgique, et puis ça commence toujours avec une petite musique comme celle-ci. Hop là, la lettre A, on commence par ça, c'est bien ça, A comme AI. Alors on a un peu triché parce que normalement j'avais dit, on est francophone, donc nous c'est IA quand on parle d'intelligence artificielle. Oui. Et Thierry, évidemment, comme il voulait premier, il s'est dit je vais mettre AI, voilà. Et moi j'ai laissé passer parce que je suis bonne patte en fin d'année, hein, c'est comme ça. Oui. Quand l'intelligence artificielle sert à tricher en géocaching, un jeu dont on avait un peu parlé, enfin que certains pratiquent régulièrement parce que ça coûte rien, ça peut servir l'intelligence artificielle dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Merci, Thierry. Très, très sérieux. À la semaine prochaine. Ah non, à l'année prochaine. À l'année prochaine non plus. Voilà, c'était mon cadeau. Oui. Voilà. Je commence cet épisode avec la lettre A. Oui, vous l'aurez compris, intelligence artificielle. Mais comme je partage avec vous un article en anglais, je me dis que je suis tout excusé. Voilà, okay, voilà. Et oui, effectivement. Alors, c'est pas tout à fait pour tricher, hein, mais c'est surtout l'occasion pour nous de commencer à flipper par rapport aux photos qu'on peut publier, parce que je sais pas si vous connaissez, je reprends mes notes parce que voilà, le GeoGuessr, hein, c'est ce fameux jeu qui consiste à deviner où a été pris telle ou telle photo, et il y a une brute en la matière. J'avoue que j'adore regarder ces vidéos. C'est Trevor Reinbold qui est juste incroyable. Tu lui donnes une photo et avec Google Street View, il arrive à te dire quasiment 100% à la rue près à la rue près. Alors il faut imaginer que le jeu c'est sur la planète entière, donc ce monsieur a une culture sur les panneaux, sur les routes, le type d'habitation, d'architecture, etc. Et puis eh bien, il y a des petits jeunes à Stanford qui se sont dit, nous, on aime aussi un petit peu ce domaine, et puis on se demande si l'intelligence artificielle pourrait pas nous aider là-dedans. Et ils ont créé ce qu'on pourrait appeler le pigeon, c'est l'abréviation de Predicting Image Geolocation, donc pigeon pour les intimes. Ne me demandez pas pourquoi. Ils ont donné à manger quelques dizaines de milliers d'images aux pigeons, et ils se sont amusés à voir ce que pourrait en faire l'intelligence artificielle. Et donc cet étudiant a ressorti une vieille photo qu'il avait d'ailleurs jamais publiée, qu'il avait jamais utilisée en ligne. Vous la verrez aussi dans le descriptif de cet article. Et Eh bien, l'intelligence artificielle, alors à quelques miles près, hein, je crois qu'on parle de 23 miles de différence, 35 miles de différence. Alors ça fait un bout, hein, vous me direz, mais il a reconnu effectivement le fameux parc national de Yellowstone aux États-Unis. Donc, dans l'absolu, tu imagines donner une photo, l'intelligence l'analyse et arrive à trouver le bon pays, la bonne région, certes pas au bon endroit, mais on va l'excuser puisque cette première mouture est sacrément prometteuse, mais elle amène aussi une petite réflexion, hein, je vous lance la question. Faut-il maintenant commencer à avoir peur des photos qu'on publie, parce que voilà, a priori avec l'aide, le coup de pouce de l'intelligence artificielle, on risque de voir des indices, des locations, des positions comme ça dans le monde, simplement parce que lui, il est capable d'analyser ce que nous on voit pas, un détail, une plante, des références, voilà. Une montagne, un immeuble, des choses comme ça, enfin, des éléments de décor
qui nous sont peut-être totalement étrangers, mais pas à l'intelligence artificielle, par contre. Oui, ça pose des questions. Ceci étant dit, on a déjà tellement d'informations, et c'est pas nécessairement bien, hein, mais tellement d'informations qui circulent sur notre compte. On sait, il y a maintenant des algorithmes et des intelligences artificielles qui sont capables de te retrouver tout simplement sur base de ta photo. Personne ne te connaît pas, on scanne ta photo et on va savoir où tu habites, etc. Simplement parce que tu es sur les réseaux sociaux et qu'un jour tu as partagé une photo ou quelqu'un de tes connaissances a partagé une photo avec toi, et par recoupement, eh bien, l'IA va affiner les informations et arriver à la conclusion que tu es telle ou telle personne. Exemple un peu sombre, enfin pas qu'un peu, très sombre de cette application-là, c'est ce que les Ukrainiens ont fait au début de l'invasion russe, quand ils tombaient sur un Russe mort, ils prenaient une photo, ils analysaient et ils envoyaient à la famille, sans connaître le nom nécessairement de l'individu, envoyaient à la famille un avis de faire part, si j'ose dire, pour leur signifier qu'ils avaient un membre de la famille qui était décédé. Enfin voilà, alors je ne sais pas quel était le degré de précision, à mon avis il y a eu pas mal d'erreurs aussi, et de tristes erreurs sans doute, mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'on en est là, quoi. La reconnaissance faciale, même si tu n'as pas été scanné volontairement, elle existe, quoi qu'il. Ça fera encore débat l'année prochaine, on reparlera, à mon avis, à l'occasion justement des Jeux Olympiques de Paris, puisque c'est un débat en France sur... C'est un débat qu'on va aussi continuer ici en Suisse, parce que la FEDPOL, la police fédérale, est en train de se faire taper sur les doigts. Elle est très critiquée par son choix futur d'identification, justement, de reconnaissance faciale. Voilà, c'est un gros dossier qu'on va devoir traiter pendant longtemps. Probablement une application chinoise, parce que eux, ils connaissent bien le truc, genre. Hein, ils savent faire. Ils savent. Qu'en pense Aurélien avant qu'on passe à la suite? Ou rien à dire Bon, toutes les questions, je me les pose aussi, que vous évoquez. Maintenant, il y a une prouesse technique quand même, parce que vous imaginez, c'est... Google Maps en tant que tel, c'est une prouesse technique. Mais là, franchement, c'est toujours le problème avec ce genre avec les technologies, en particulier l'intelligence artificielle, et ça aussi on y reviendra dans le courant de l'année prochaine, c'est que on peut être bluffé et impressionné par le développement, la qualité du développement, etc. Et tout en s'en inquiétant et en disant non, ça va trop loin. On peut faire les deux. C'est un petit peu schizophrène. La technicité et l'usage sont deux choses. C'est ça, c'est deux choses différentes. Et donc, c'est là qu'effectivement, c'est pour ça qu'on en parle de temps en temps. Quand l'Europe, par exemple, ou un pays légifère sur telle ou telle chose, on avait parlé par rapport justement à l'intelligence artificielle avec l'Europe et la Suisse qui était un petit peu à la traîne, rappelez-vous, des épisodes précédents. Ça aussi, on essaye de le mettre en avant parce que on ne veut pas non plus s'en laver les mains en disant nous, on est content, on a parlé technologie et débrouillez-vous avec ça, quoi. Ce serait un petit peu dommage. Donc voilà. Bon, passons à la suite. B, la lettre B, comme ils ont bien fait ça. Hein. BCV, Aurélien. Alors c'est BCV, c'est pour Basecamp Vascular, donc c'est un podcast francophone, je le rappelle, tout simplement. Deux sujets en anglais, merci. Voilà, ça commence bien, pas de souci. AVC, tu l'as mis en français par contre, accident vasculaire cérébral, parce que c'est de ça dont il s'agit. Cette start-up a levé 6 millions d'euros récemment pour accélérer sa lutte contre l'AVC. Tu vas nous expliquer comment, parce que ça touche à ton boulot à toi en plus, d'une certaine manière. Alors en fait, vous le savez, je suis passionné par les startups, la tech et ceux qui se lancent dans des projets un peu fous. Ouais. Et donc on a appris cette semaine, c'est comme ça que je l'ai appris, que cette start-up, Basecamp Vascular, BCV, avait levé 6 millions d'euros et pour des guides mécatroniques. Alors là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai creusé et j'ai trouvé que c'était super intéressant. C'est pour ça que je voulais en parler. Donc c'est une start-up qui a été créée en 2016 et qui cherche à faire en sorte que le traitement des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, soit le plus rapide possible pour qu'il y ait le moins de dégâts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a 150 000 en France par an. Dans le monde, c'est beaucoup plus que ça. Et qu'à chaque minute de perdu... tu perds de l'espérance. On perd 2 millions de neurones. Vous remarquerez que c'est aujourd'hui, je vais parler de beaucoup de neurones. Mais oui, c'est vrai. Ça sera pas comme ça. Et donc, et ça, c'est toutes les combien, toutes les secondes, c'est ça?
toutes les minutes, on perd 2 millions de neurones. D'accord. Ouais, donc le temps est... c'est une lutte contre le temps. Moi, en 12 secondes, je suis mort. Donc, qu'est-ce qu'ils ont inventé, ces petits gens-là ces petits gens. Ils ont créé en 2016 la start-up et ils ont cherché à localiser et à traiter. Vous savez, dans 80 à 90% des AVC, c'est un bouchon ou un caillot qui vient se mettre dans une artère au niveau du cerveau. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est capable assez rapidement de localiser où est le bouchon. Par contre, il faut y accéder. Et pour y accéder, on passe par les artères. C'est un bouchon dans les artères et on passe par les artères. Et l'artère la plus facile pour y aller, alors j'ai appris un truc, c'est l'artère fémorale. C'est-à-dire qu'on fait un trou au niveau de l'aine. Donc c'est pas le cerveau, hein, c'est tout en bas, c'est au milieu quoi. Et on remonte. Et le problème, c'est que les artères, elles font des virages, des boucles, tout ce que vous voulez. Et donc en fait, ces gens, ils ont créé un guide, un cathéter guide, qui est fait à partir de matériaux à mémoire de forme, mais qui peut, de manière pilotée, se courber. Et donc, ils voient que l'artère, elle tourne à gauche. Ils disent au tuyau, tu tournes doucement à gauche. Et comme ça, on peut avancer beaucoup plus vite. Et donc, traiter le problème et intervenir sur le caillot beaucoup plus vite. Parce qu'il y a du chemin. Entre l'aine et le cerveau, il y a du chemin entre l'aine et le cerveau. Il y a du chemin, c'est clair. Et donc, ils n'en sont pas à leur proto, puisqu'ils ont déjà fait des tests sur l'homme en 2022 qui ont été concluants. Et ils ont ils ont plusieurs domaines d'application, mais on va dire que l'AVC, c'est quand même le truc majeur qui permettrait de sauver des vies ou au moins de récupérer des gens dans des états plus... un peu meilleur. Oui, c'est ça, voilà. Un peu plus, un peu moins. Meilleur, quoi, mieux. C'est ça. Voilà. Et donc, on parle de cathéter mécatronique, donc de cathéter qu'on est capable, en temps réel, de modifier leur forme pour épouser la forme des artères et avancer plus vite jusqu'au caillot et donc venir traiter ce caillot. Franchement, je savais pas que ça existait. Je trouve que c'est la bonne techno qui sert à quelque chose. Il y a dans ce projet, il y a plusieurs fondateurs. L'un travaille à l'hôpital. Excusez-moi, le nom m'échappe. Je crois que c'est Rothschild, mais je suis pas sûr. Il me semble que c'est Rothschild. Il y a des gens, des universitaires, c'est dans l'article. Hein. Il y a des universitaires qui travaillent sur tout l'aspect mécatronique et donc comment on fait pour bouger le mouvement, enfin bouger les sondes. Et en tous les cas, ils ont des brevets, ils ont des débouchés aux États-Unis. Donc voilà, c'est passionnant. Moi, je trouve que c'est hyper utile. Et ça, pour une fois qu'on a de la tech qui permet de sauver encore des vies. Ça, bien sûr, c'est toujours la même. C'est chaque fois un plaisir de les présenter dans ce podcast, effectivement. Pour bien comprendre, et parce que on n'oublie évidemment pas ceux qui nous écoutent, ils n'ont forcément pas l'image, sauf si vous êtes en train de scruter le descriptif de cet épisode en allant cliquer sur les liens vers les sources. Dans ce cas-là, vous aurez accès au site donc de la société dont on parle et qui a une vidéo de présentation pour montrer comment ça se passe. Donc ça va de pair avec de l'imagerie musicale. Hors de question de mettre une caméra au bout du cathéter, hein, c'est pas la question. Il y a de l'imagerie médicale en même temps, et comme ça on peut s'orienter, se guider à vue du coup, mais de l'extérieur avec cet appareil qui est relativement petit. Hein. Enfin, je suis assez surpris je ne m'attendais pas non plus à avoir une masse énorme. C'est comme une espèce de fibre. Le cathéter en question, c'est épais comme un cheveu, quoi, hein, comme une fibre, comme la fibre d'internet, quoi, en gros. Et au bout, donc, il y a cet appareil, ce guide qui, je suppose, sur lequel il y a différents boutons qui permettent de piloter le câble, un peu comme un serpent, hein, qui peut se mouvoir comme ça. Je trouve ça assez incroyable. Moi, je suis voilà, je sais pas ce qu'en pense Thierry, mais moi, je suis sur j'y suis. Voilà. Comme on est assis. Non, mais j'ai envie de dire, de toute façon, c'est toujours au fond à gauche, donc ça doit être assez simple de trouver l'endroit où il faut aller chercher le caillot.
Voilà, je tiens à préciser, c'est pas une coloscopie, hein. On est d'accord. Ça n'a rien à voir. C'est pas par là qu'on met le. Voilà. D'accord. Non, non. Donc voilà. Mais qu'il est potache aujourd'hui, Thierry. Mais avec un bonnet pareil. Vous êtes obligé de venir voir la vidéo. C'est bien fait pour vous. C'est impressionnant. Et je viens de réaliser en voyant les images qu'il y a France Care. Et carrément, effectivement, des domaines comme ça en France pour spécifiquement travailler sur des domaines comme la médecine. Ça fait bien plaisir et ça devrait donner des idées ici à nos concitoyens suisses pour que l'innovation se fasse aussi dans le monde du médical. Mais bon, ça c'est un autre débat. On peut pas être bon en tout, hein. On peut pas faire... Oui. Voilà. On peut pas être suisse et faire tout, quoi. Voilà. Allez, on passe à la suite. La lettre C. Non, c'est pas chat, hein, parce qu'on est sorti du truc. C'est vraiment chat là pour le coup. C'est le chat miaou quoi, hein, le truc avec ses poils et ses oreilles et sa queue. Voilà, Thierry, c'est quand on joue le remake du chat qui venait de l'espace. Oui. Donc c'est le chat qui venait. Oui. Oui. La NASA a fait une retransmission qui fera date. Ouais. C'est ça, et c'est un joli petit cadeau de Noël que je vous fais, puisque avec Aurélien, on vous a fait un abécédaire avec la lettre A, B, C, voilà, et c'est un vrai abécédaire. Cette fois-ci, il est en français, hein, chat. Saviez-vous que c'est le tout premier film que j'ai vu en cinéma, Le chat qui venait de l'espace. Voilà, c'est une petite parenthèse personnelle. C'était à l'époque où le cinéma coûtait 5 francs suisses, donc c'est pour dire comme c'est vieux, et c'était un film de Disney. Voilà. Bon, ça c'est fait. Chaque image était taillée dans la pierre. Ouais, voilà. Je crois qu'il y avait des trucs comme ça, et puis il devait peindre les images pour avoir la couleur. Bon allez, avance. Non, plus sérieusement, cette news, elle fait un petit peu réfléchir, puisqu'en fait, il y a une mission spatiale, encore une, de la NASA, qui a emporté avec elle des images d'un chat qui court après un faisceau laser. Vous me direz, ouais, rien de nouveau. Mais c'est sympa les chats, et puis pourquoi pas les chats? Moi je dis, ce sont les chats qui ont inventé Internet. Mais voilà. Et donc ils sont partis avec cette vidéo à bord d'un engin spatial, et ils se sont dit, on va essayer de faire quelque chose avec ça. La vidéo est pas très très longue. Mais vous imaginez bien que si elle est bien filmée, si elle est en bonne qualité, elle pèse son poids, et donc du coup, pour le test qu'ils se sont amusés à faire, ça serait quand même un sacré challenge d'arriver à la renvoyer sur Terre, de la transmettre sur Terre, toujours dans la même définition, et puis surtout dans un temps record. Alors, pour poser le décor, il s'agit de 31 000... Ouais, voilà, tu le jettes. Non, une clé USB, ça, tu peux plus facilement l'envoyer. 31 millions de kilomètres, ou si vous voulez, 80 fois la distance entre la Terre et la Lune. Voilà, donc ça c'est le territoire sur lequel la NASA s'est amusée. Et puis ils se sont dit, c'est 101 secondes, hein, ça c'est la durée qu'a pris la transmission pour faire atterrir cette vidéo. C'est juste fou, puisque ça correspond à 267 mégasecondes. Donc dans l'article que je partage avec vous, ils s'en amusent, puisqu'en fait quand ils l'ont reçu pour après la transmettre plus loin, eh bien en fait le passage de l'espace à la Terre a été plus court que le passage Terre-Terre, puisqu'effectivement après ils se sont amusés à transmettre ça plus loin dans un autre centre de la NASA. Alors comment ça marche? Ce sont plus des ondes radio, parce qu'effectivement là il faudrait des plombes, c'est un peu compliqué. D'ailleurs je vous invite à aller chercher sur Google, c'est assez bluffant de voir les premières images vidéo comme l'alunissage ou les choses comme ça. C'était du noir et blanc. Il n'y a pas autant de trames, hein. On parlait comme ça à l'époque de la télévision. C'était plutôt le nombre de lignes, 625 lignes, je crois. Même moins, je pense, aux États-Unis. C'était même moins. C'était vraiment très pauvre. Et puis, effectivement, le temps d'attente était juste monstrueux. Là, on fait 31 millions. Je relis le chiffre tellement il m'impressionne. 31 millions de kilomètres en moins de 101 secondes, donc 1 minute et quelques.
boum, la vidéo arrive sur Terre. Alors comment ça marche? Eh bien, c'est un faisceau laser, effectivement. C'est au travers, effectivement, d'une gamme de fréquences bien plus pratique. Alors quand je dis pratique, moi, dans l'article, j'ai pas trouvé comment ils ont combattu les écueils, parce que vous imaginez bien que ce faisceau laser, il faut qu'il rencontre aucun obstacle. Ils se sont amusés un petit peu à triquer la chose, essayer de compliquer la chose, mais a priori, eh bien, ils sont arrivés à avoir un signal fiable. C'était le but de cet exercice pour qu'il puisse arriver sur Terre, et donc ça donne plein d'envie par rapport à ce qui pourrait être fait dans l'espace, comme par exemple de retransmettre des images depuis Mars pratiquement en live pour pouvoir mieux appréhender le décor, les endroits où se poser, ou pourquoi pas simplement communiquer. Là, on parle pas d'une visioconférence, mais simplement effectivement d'envoyer des documents en très haute vitesse. C'est aussi les prémices. C'est aussi les prémices de l'établissement d'un réseau, comme Internet entre la Lune et la Terre, par exemple, pour les missions lunaires qui s'en viennent, pour avoir de l'image, passer des données, des informations, parce que là il y a de la bande passante manifestement, et il y a moyen d'en avoir encore plus, paraît-il. Oui. Donc ça va permettre de faire passer beaucoup d'informations, et pas uniquement de la vidéo entre guillemets à la demande, mais aussi du flux, parce qu'aujourd'hui on peut transcoder à des bandes passantes bien moindre que ce qui est proposé là, donc ils auraient évidemment envoyé un chat juste pour voir s'il bouge encore, ça aurait été un petit peu idiot, mais voilà, donc mais je sais pas ce qu'en pense Aurélien, mais... Oui, avec un chat. J'ai juste discuté avec un spécialiste de l'immobilier, Stéphane Plaza, qui m'a dit qu'effectivement le prix du mètre carré sur la Lune risque d'exploser avec effectivement un accès Internet aussi efficace. C'est à 200 mégabits, c'est pas mal. Ça commence à être intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'en pense Aurélien de cette technologie? Mais on avait déjà un petit peu parlé de ça, il me semble, il y a quelques temps déjà. Oui, et puis, moi, ce qui me sidère, c'est pas tant la distance, c'est la vie, enfin c'est comment viser. Parce que oui, c'est ça. Franchement, t'es tellement loin que alors moi j'avais vu un centième de pouillème d'angle et c'est fini. Tu vises plus large. Moi j'avais vu une solution comme ça, mais c'était pour de la téléphonie et c'était aussi par laser d'un bâtiment à un autre, pour pas utiliser des lignes souterraines, etc. Évidemment, c'est au niveau du sol, donc c'est pas au-delà de l'horizon, forcément. Donc ça reste au niveau d'une ville ou d'une petite région. Mais ça permettait d'avoir des communications, quand même, de transmettre des communications. Et alors j'imagine que s'il y a le pigeon qui passe par là, ou une nuée des tourneaux ou une cigogne, ça doit, à un moment donné, ça coupe, quoi. Voilà, c'est ça. La communication est interrompue parce qu'il y a une cigogne qui passe. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de cette information concernant et quelles applications peut-on envisager autres que celles dont on a parlé un petit peu avec légèreté dans ce sujet. Mais je suis sûr qu'il y a moyen, avec un peu en faisant preuve d'imagination, de trouver plein d'applications intéressantes de ce procédé. C'est certain. Ouais. La lettre F comme Framasoft, Aurélien. Framasoft, qui est une association qui promeut le logiciel libre, qui fait même plus que ça, qui finance aussi des projets de logiciels libres, qui fête ses 20 ans déjà et annonce cette année ses perspectives. Ils le font chaque année, c'est leurs perspectives, ils se fixent des objectifs, mais pour les 20 ans, il fallait quand même en toucher un mot, c'est un anniversaire tout de même. Exactement. Puis comme au Techno, on est spécialisé dans les anniversaires. Oui, oui, c'est vrai. Non, ça sera le 3 janvier, donc le 3 janvier 2024, donc il n'y a pas d'épisode avant le 3 janvier, c'est pour ça que je voulais en parler, que l'association Framasoft fêtera ses 20 ans, et les 10 ans de la campagne Dégooglisons, Dégooglisons, ne rajoute pas de c'est bon. Ouais. Ouais. Dégooglisons Internet. Alors, dans cette annonce, et dans les articles que je vous ai mis, j'ai épinglé 2-3 trucs. Donc, je vous rappelle, c'est l'association qui
qui cherche à ce que vos données ne partent pas chez les GAFAM, que vous soyez maître et libre de ce que vous faites avec les data. Les données, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est les inventeurs de Framadate, de LibreOffice. C'est une communauté de développeurs en gros. Voilà. Alors pour info, il y a 10 personnes. Il y a que. Ça ne vit que des dons. Mais il y a 10 personnes qui tournent à plein temps là-dessus. Alors, il y a quelques annonces que j'ai épinglées. Ils veulent absolument, là, cette année, développer Peertube. Alors, on en avait parlé, hein, c'est un... Ouais, on est sur Peertube. Voilà, c'est une alternative à YouTube. Mais ce que j'ignorais, c'est que en fait Peertube va ressembler non seulement à YouTube mais également à Twitch, puisque vous pouvez faire de la diffusion en direct, vous pouvez avoir de la modération, des outils de modération, vous pouvez vous avez maintenant des outils d'import-export de vidéos beaucoup plus performants, et Peertube va se doter en 2024 d'une application mobile également, ce qui n'avait pas jusque-là. Ça c'est bien. Donc en tous les cas, ça s'étoffe de manière importante. Ils mettent vraiment le collier là-dessus parce que la vidéo se démocratise et se développe de manière importante. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Ils ont aussi une alternative à Google Drive qui s'appelle Framaspace. Donc ils vont ouvrir 2500 espaces Framaspace. C'est uniquement pour les associations et les collectifs militants. Voilà, si vous avez une association ou un collectif, vous pouvez leur écrire et ils peuvent vous ouvrir un Framaspace. J'ai vu quelques captures d'écran, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à Google Drive. Voilà. Ils ont aussi tout un écosystème qui s'appelle Emancipasso. Alors, c'est intéressant tout ça parce que vous savez, il y a des... Enfin, en France, en tous les cas, je ne sais pas si ça vous parle en Belgique et en Suisse, mais il y a quand même de grosses applications web type Eloasso et autres qui vraiment, cette année 2023 aura été vraiment l'année où ces plateformes ont fait un gros boom, notamment pour les paiements. Vous organisez un événement, il y a un repas, vous voulez faire payer les gens, vous faites appel à ces trucs-là, à ces services-là. Et donc, Framasoft se met aussi sur ce créneau-là. Ils projettent aussi en 2024 de faire une expo pour leurs 20 ans, voir tout le chemin qui a été parcouru. Je vous ai mis en lien un Wikipédia qui explique aussi... il y a quand même, je l'ai parcouru, le nombre de livres, de choses qu'ils ont faites, c'est quand même assez impressionnant. Il y a aussi une longue liste de choses qu'ils ont abandonnées, hein. Il faut être honnête. Ils se sont un peu restreints ces dernières années. C'est pour copier Google, ça, monsieur. Peut-être, mais ces dernières années, ils ont commencé un petit peu à épurer un petit peu pour se focaliser sur ce en quoi ils croient, et en particulier sur l'aspect dégooglisation. Voilà, je me fais avoir. Mais donc, il valait peut-être mieux choisir quelques projets clés et abandonner des petits projets secondaires qui avaient certes du succès, mais qui finalement ne rapportaient pas nécessairement de donations ou avaient peu d'enjeux derrière. Voilà, fin de la parenthèse peut-être. Et je finirai par la devise qui m'a fait beaucoup rire. La route est longue, mais la voie est libre. Et ils en ont une deuxième qui dit « Changer le monde, un octet à la fois ». Et je trouve que c'est très joliment trouvé. C'est mignon. C'est mignon, hein. Moi je savais pas, j'ai jamais entendu ça. Ah bah si, mais c'est mignon comme tout. Non, mais c'est bien d'en parler, et c'est bien ce qu'ils font, je trouve. Voilà, ils avaient ils ont eu une période comme ça où ils cherchaient à faire des équivalents d'un peu tout, comme Doodle par exemple. Ils ont un Doodle Framadate, voilà. Ouais. Ils ont abandonné des projets comme des calendriers en ligne et des calendriers partagés, des choses comme ça. Il me semble que ça a été un petit peu oublié. Ça existe ça existe sur Emancipasso et tout
tout ça, mais... Oui, ils l'ont regroupé, je pense qu'ils l'ont repris, ils l'ont réencapsulé dans d'autres projets peut-être, hein, je dis ça, mais ce serait bien le genre, hein, entre guillemets. Je reviens 10 secondes sur Peertube, parce que Peertube s'inscrit aussi dans la logique de ce qu'on appelle le fait divers, c'est-à-dire que ce sont des entités séparées qui communiquent entre elles à la sauce de, c'est bien fait, de Mastodon. C'est un peu le même principe. D'ailleurs, si vous allez sur Mastodon et que vous cherchez les technos, vous allez avoir 2 comptes qui vont s'afficher. L'un, c'est notre compte Mastodon, qui est disponible et sur lequel nous partageons notre veille technologique. Et l'autre compte Mastodon, en fait, c'est notre compte Peertube, sur lequel vous avez accès à nos vidéos quasiment dans la foulée de leur diffusion sur les autres plateformes. Donc voilà, tout ça pour dire que tout ça est maillé, étant en réseau, forcément, dans un sens comme dans l'autre, et donc nous, c'est du pain béni, on nous retrouve comme ça un peu partout. Ceci étant dit, ça n'a pas nécessairement tout le référencement qu'a une plateforme comme YouTube, qui bénéficie quand même d'un savoir-faire qui est quand même... YouTube, c'est aussi... c'est le 2e moteur de recherche au monde, YouTube, quelque part. Ouais, voilà. Donc, doublé d'un réseau social aussi, c'est parce qu'on l'oublie un peu, mais YouTube, c'est aussi un réseau social. Donc, ce qui n'est pas le cas de Peertube, qui est plutôt orienté hébergement de vidéos et partage de vidéos sous forme, soit via une page, soit via un code embed qu'on va aller mettre dans son site web, par exemple. Et voilà, et tout ça est très très bien fait, effectivement. Est-ce qu'on a été complet sur, je pense, hein, voilà, c'était la petite note logiciel libre, de cette fin d'année. Il fallait quand même qu'on en parle un tout petit peu. R, tiens, faisons ça. R comme rétrospective, tiens. Mais 2023 est derrière nous. Obligé. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon bon Thierry, dans cette année technologique? C'était en préparant en fait la visite prochaine à Las Vegas du CES que je me suis dit, tiens, là, dans les thèmes que je suis en train de passer en revue, il y a pas mal de choses qui me reviennent en tête, et puis on va survoler très rapidement cette rétrospective, mais elle n'est pas de mon cru, je vous la partage par nos amis de Flipboard, qui ont fait un joli travail effectivement sur ce qui s'est passé sur cette année 2023, et je dois reconnaître que en la parcourant, j'avais oublié ça, etc. Oui, bien sûr. J'avais vu passer des trucs. On ne rajeunit pas, qu'on avait zappé. Donc on oublie. On ne rajeunit pas. On ne rajeunit pas, voilà. Par exemple, SVB, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, Silicon Valley Bank, oui, c'était cette année le crash de cette fameuse banque qui était très prisée par les startups. Threads de chez Facebook, qui refait parler de lui, puisqu'effectivement, ça y est, en Europe, on peut y accéder. Alors certes, c'est pas la même expérience. J'ai pas eu le temps de me remettre, puisque effectivement, j'avais trouvé un trick pour pouvoir une astuce, faire croire que j'étais, une astuce pour faire croire que j'étais aux États-Unis pour le tester. 2024, ça sera l'occasion de voir ce que nous avait annoncé Apple en 2023, la fameuse paire de lunettes Apple Vision. Est-ce que j'en verrai au CES? Est-ce que Apple Vision disponible Pro. dans les Soyons stores? précis. Apple Vision Pro. Pro, ouais. Bien sûr. Oui. Pro. Pro. Dont on a parlé évidemment cette saison. Oui, exactement. On parlait aussi de réseaux sociaux alternatifs, Blue Sky, qui avait tapé dans les 2 millions d'utilisateurs, et qui avait effectivement été annoncé comme une alternative. Blue Sky, pour ceux qui avaient oublié, qui est lancé par Monsieur Dorsey, feu Twitter, puisque ça s'appelle X maintenant. X, justement, on va pas revenir. C'est bien Dorsey et pas Dorsel. Je tiens à le préciser. Oui, parce que après, tu embrayes après sur X, ça peut prêter à confusion. Voilà. Rien à voir. C'est pas la même maison, c'est pas les mêmes produits. C'est pas les mêmes produits. Deux ambiances. Voilà, exactement.
exact. Et puis du coup, on va pas faire tout un plat sur ce qui s'est passé avec Twitter, qui est devenu X, et tout cet argent qui est passé à la trappe. Ça engage que moi. Et à propos d'argent, il y a eu le fameux fiasco, cette fraude avec FTX. La crypto a encore fait parler d'elle cette année, avec des gens qui ont un petit peu triché, qui ont un petit peu qui sont partis avec la caisse, et d'autres acteurs, je vais pas tous les citer. Nvidia, qui est devenue effectivement une très très grosse entreprise intéressante, puisque elle fait quoi? Du GPU, et le GPU, c'est la matière première de nos amis de l'intelligence artificielle, entre autres. À la base, je vous rappelle que Nvidia, ce sont des cartes graphiques pour pouvoir mieux regarder ou mieux vivre l'expérience de jeux vidéo, de fluidité sur la consommation de bandes passantes, d'images, d'images par seconde, et j'en passe, et des meilleurs. Je suis complètement une brêle dans le monde du jeu vidéo, mais il s'est passé des choses effectivement chez du côté des éditeurs, puisqu'on avait eu Microsoft qui avait tout simplement acheté Activision, Blizzard. Bonne chose, mauvaise chose, je laisserai les gamers répondre dans les commentaires. Et puis 2023 a aussi été un tournant super important dans le monde de la cyberattaque, la cybersécurité. On a vu qu'effectivement ça touche de plus en plus de gens. Pour la petite histoire, à titre personnel, ça fait maintenant des semaines que j'ai un compte sur un célèbre éditeur de logiciels de caméras de surveillance qui m'envoie toutes les X minutes comme quoi mon compte est bloqué parce qu'il y a trop de tentatives. Et en fait, ça arrive à tout le monde de voir qu'il y a des tentatives qui viennent de part et d'autre pour essayer de hacker, de pénétrer des systèmes informatiques, ou tout simplement prendre les commandes justement de ce genre d'équipement. Il y a Facebook aussi qui a fait parler de lui. Ça, c'est un truc que j'avais suivi grâce à notre ami Bruno Guglielminetti, qu'on salue, moncarnet.com ou .blog. Les Canadiens qui n'avaient plus accès à des contenus de news sur Facebook, en tout cas sur les outils de Meta. Est-ce que ça va faire jurisprudence? Est-ce que ça va donner des idées à d'autres? Je pense que l'histoire est pas terminée. Ça mériterait effectivement qu'on se mette à y réfléchir. Et l'IA, elle revient tout au long de l'année. Je vais pas en faire tout un plat. TikTok, on va peut-être finir sur cette note chinoise, même si le dossier est vraiment très complet, voire très complexe, puisqu'effectivement TikTok, on l'avait vu, on l'a peut-être déjà oublié, mais les États-Unis avaient décidé de l'interdire ou d'empêcher certaines personnalités à s'y mettre, ou à utiliser, voire même à avoir simplement l'application sur leur smartphone, de peur de cette menace venue de l'Est, de l'Orient. Voilà. Du Moyen-Orient, de l'Est. Ailleurs. Pas aussi. Ça rose des vents et des réglés. Ça fait beaucoup. Le marin a perdu le cap, là. Oui, il a perdu le nord. Où est Charlie? Difficile d'être exhaustif, évidemment. C'est une année complète, donc on va pas résumer ça en un seul épisode. Mais tu parlais de quelques sujets. Pour Aurélien, juste comme ça, pour savoir un sujet de l'année qui, toi, comme ça, brûle pour point, t'as marqué, ou tu te dis, ça a marqué 2023 et ça pourrait encore peut-être marquer 2024 et plus. Justement, l'interdiction de TikTok et des autres, des WhatsApp et compagnie. Là, il y a eu des articles cette semaine sur les téléphones des ministres et ce genre de choses. Je pense que là, je vais mettre entre guillemets, mais on commence une guerre froide, entre guillemets. Oui, c'est ça. Sérieusement. Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Ça y ressemble. Ça y ressemble, hein. Ça y ressemble. Oui, tout à fait. Donc, oui, mais en même temps, il y a aussi un aspect, là, en dehors de tout conflit ou autre, de simple bon sens qui devrait intervenir, et d'éducation à ces médias digitaux. Et ça, c'est vraiment... moi, c'est mon vœu pieux. Je le dis chaque année, mais il serait bien qu'on commence à réfléchir, à éduquer les gens à ces nouveaux
ne serait-ce que sur l'aspect prudence, sur ces nouveaux outils qui sont fantastiques par ailleurs, mais qui mal utilisés, que ce soit dans l'intention ou dans la réception, peuvent porter préjudice à énormément de gens. Et donc, voilà. Donc, faisons attention. Ouais. Je reprends la parole, Marc, mais une news qui m'énerve encore, la suppression des cours de technologie en classe de 6e et 5e. Par exemple, c'était démentiel. Mais c'est toujours d'actualité. Hein. Oui, je sais, mais c'était le précédent, même avant le précédent. Ça va tellement vite chez vous. C'était pas Pendiel qui avait imaginé ça. Chez vous, ça se trouve, au moment où on écoute ce podcast, vous aurez encore changé 3 fois de ministre. Peut-être le gouvernement sera peut-être tombé. Ah oui, mais bon, ils donnent leur dème comme. Mais plus vite qu'on produit des épisodes, c'est énervant. Alors, calmez-vous, les gars, calmez-vous. Non, je sais bien. En Suisse, on a tout notre temps. Ça va très tranquillement. On a dit qu'on parlait pas politique, donc on va pas parler politique, on va passer à la lettre suivante. Qui est la lettre S comme Springer. Qu'est-ce donc Ah oui, c'était un nom. Oui. C'est Alex Springer qui veut changer les médias, paraît-il. Axel Springer, c'est un éditeur allemand. Alors, attention, il a une partie où il édite des livres pour tout ce qui est recherche très scientifique, des livres qui coûtent très cher d'ailleurs. Et puis, c'est aussi l'éditeur d'un certain nombre un grand éditeur de presse allemand. Si je vous dis Bild, Politico, Die Welt. Business Insider, connus, tout ça. C'est des titres dont on parle dans la presse internationale. Certains de leurs papiers très analytiques et très profonds sont repris par la presse française, belge et autres. Oui. Et donc, le cœur de la news, c'est qu'il y a eu cette semaine un accord entre l'éditeur Springer et OpenAI. Springer contre, à mon avis, des grosses sommes d'argent, autorise OpenAI à utiliser les contenus des médias Bild, Politico, et je ne les recite pas, pour répondre aux requêtes IA, donc je sais pas moi, de votre moteur de recherche, de votre enceinte connectée et autres. Alors on parle, le montant n'a pas été évoqué, mais on parle quand même de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. C'est énorme, et donc ça donne pour OpenAI et ChatGPT accès en temps réel à des informations de journalistes récentes. On parle souvent que ChatGPT ne peut pas vous donner le temps qu'il a fait hier parce que voilà. Là on est en temps réel sur des informations récentes et pertinentes. Alors, en contrepartie, en complément, Springer met fin, alors je ne savais pas, à il avait déjà un partenariat avec Samsung. Quand vous avez un appareil Samsung, vous avez une application qui s'appelle Upday, UPDAY, qui vous donne une sorte de flux de contenu qui, suivant vos centres d'intérêt, et donc il y avait des news qui venaient de Springer, et donc ça ne sera plus le cas. Et donc, je vous dis, Springer met en temps réel c'est pas une méthode. Alors, ici, c'est pour ChatGPT, donc tu vas nous expliquer aussi pourquoi ça peut être problématique, mais c'est pas une pratique totalement... Enfin, ça fait des années que ça fonctionne comme ça, où des grands groupes de presse partagent en marque blanche, comme on dit, certains contenus pour pouvoir les afficher sur d'autres plateformes. Alors, soit en marque blanche, soit siglé. C'est le cas, par exemple, de Microsoft. Quand vous allez sur votre navigateur, vous avez les informations en bref de la journée avec un panneau de contrôle. Ça, c'est ce genre d'accord, entre guillemets, c'est un accord commercial. Et pour pouvoir afficher ce contenu, etc. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais là il s'agit de OpenAI et donc du coup ça pose des questions, quoi. Voilà, parce que je lisais un article qui était un peu connexe qui disait si maintenant ChatGPT s'inspire de news écrits par des journalistes pour fabriquer des articles qui eux-mêmes sont repris par ChatGPT pour refaire on se mord la queue, quoi. Oui. Alors...
Non, mais c'est une contorsion. Alors, le PDG d'Axel Springer... C'est dur de faire les épisodes avec vous. Hein. Le PDG d'Axel Springer dit que cet accord, il voit cet accord comme une exploration des opportunités du journalisme alimenté par IA. Alors, on peut se poser, ça ouvre mille questions. La question de la propriété intellectuelle, des articles qui sont écrits. Oui. Les gens veulent de l'info personnalisée avec de l'opinion, mais que fait ChatGPT et quelle partie il prend on sait que c'est une IA, donc voilà, on ne sait pas. Alors, il faut savoir que, pour voir qu'il y a vraiment deux camps dans cette sorte de bataille, Bloomberg, CNN, le New York Times bloquent systématiquement le robot d'exploration web de ChatGPT. Il faut savoir que ChatGPT, il a un robot qui scanne le web, un peu comme Google indexe ses pages. Donc ça, c'est voilà. Et vous verrez aussi dans l'article que je vous ai partagé, il y a des gens qui vont encore plus loin. Il y a une start-up qui s'appelle Channel One, qui lance un journal télévisé en continu, une sorte de BFM TV, mais full IA. C'est-à-dire que les présentateurs que vous voyez, il y en a plusieurs, ils sont full IA. Ils vous montrent qu'ils peuvent à la seconde changer la langue. Donc la présentatrice que vous voyez, soit elle parle français, anglais, espagnol, même des dialectes que je ne connaissais même pas. Et donc, on peut imaginer un journalisme complètement... Je peux en parler de ça parce que j'ai un peu regardé ce que faisait Channel One, effectivement. Très honnêtement, c'est de nouveau ce qu'on disait là tantôt, c'est une très belle démonstration technologique. Les présentateurs sont bien typés, la mise en situation et voilà, et la voix, le phrasé, ça tient tout à fait debout. On entend quand même que il y a un côté un peu guindé et qui fait que on se met pas à bredouiller ou comme nous ou voilà, il y a pas ces éléments-là qui rendent les choses plus naturelles aussi, hein, les imprécisions, c'est ça, les aspérités, c'est ce qui rend le truc un peu humain. Là, salissé, hein, c'est clair. Il y a des intervenants quand même humains dans des sujets, hein, des interviews par exemple qui ont été menées via Skype ou autres, qui sont intégrés dans l'image. Là où ça pose question, réellement, au terme d'éthique, c'est que quand ils n'ont pas d'image d'illustration, c'est l'intelligence artificielle qui les crée. Et ça va pas. Parce qu'on ne crée pas l'information. On la diffuse, on la rapporte, mais on ne la crée pas. Donc là, il y a quand même, tu vois, et on parle d'inondation, par exemple, dans un pays où on n'a pas été filmé, et on te fait un espèce de segment d'image d'inondation dans un tout autre pays, on ne sait pas très bien où, avec des gens, on ne sait pas très bien quand, etc., etc. Tu me diras, c'est pas grave, là, c'est de l'illustration, oui, mais ça, c'est le premier petit pas vers mettre le doigt dans l'engrenage et dire ah ben tiens, il paraît que je sais pas moi, Emmanuel Macron a dit ceci ou a dit cela, et pour s'en convaincre, écoutez-le, alors qu'il l'a peut-être pas dit, mais l'intelligence artificielle va mettre les mots dans sa bouche. Donc ça, c'est un vrai problème pour moi, à vie tout à fait personnelle. Et Axel Springer disait, les gens de chez Axel Springer disaient, notre but n'est pas de remplacer les créateurs de contenu et les journalistes. Notre but, c'est juste de modifier la mise en forme. Et là, je suis pas d'accord du tout comme toi. Parce que en fait, oui, il y a une mise en forme, mais il y a une opinion qui est véhiculée, suivant comment tu présentes le truc. Donc, moi, j'ai très peur de ça, et très peur, en poussant le truc au bout, de me dire, on va se méfier de tout, quoi. C'est-à-dire que... Ah oui, il va falloir faire attention à tout, oui, effectivement. Oui. Je vois notre ami qui est en train de partir. Il y a le Père Noël qui a des problèmes techniques, là. Oui, c'est ça, il a un problème. Il y a une lampe qui est en train... une ampoule qui est en train de claquer. Oui, c'est la fin de l'année, je pense qu'elle a envie de rendre l'arme. Ça faisait très Noël. À un moment donné, je me dis, tiens, il a mis le sapin en route, et avec une guirlande de Noël. Mais c'était comme des flashs comme ça, c'était un petit peu dérangeant en même temps. Qu'en penses-tu de cette news ? Tu as suivi quand même le plus gros de ce qui s'est dit en jouant les électriciens en même temps, mais sur cette intelligence artificielle qui s'immisce dans le journal télévisé, dans les flux d'informations. Voilà. Il y a pas mal de médias en Suisse qui s'offusquent effectivement de cet accord.
les groupes de presse. On est un petit peu concerné, hein, Axel Springer est aussi actif ici en Suisse, même si les deux autres groupes de presse sont bien plus présents. Mais voilà, tout le monde regarde ça d'un œil très critique. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Moi, je pense comme toi, effectivement, Marc, et je me suis toujours posé cette question dès le début, bien avant cette annonce. Quid de cette matière qui va être réinjectée dans une intelligence artificielle, puis qui va recommencer. C'est pas forcément un cercle vertueux. J'ai envie de croire que la technologie, les outils qu'il y a derrière permettront de, je sais pas comment le dire, filtrer, mieux traiter cette information qui serait réingurgitée. Maintenant, l'information a un prix. C'est ce que moi me dit cette news. Et puis, a priori, Axel Springer a trouvé quelqu'un assez fortuné pour l'acheter. Donc, voilà, dans l'absolu, ça reste du business. Voilà. Ouais. Oui, c'est un businessman, c'est pas un journaliste. Voilà, il n'est pas tenu non plus à. Si, il l'est éthiquement, il l'est, mais commercialement, voilà, c'est à garder à l'œil. Et ça, ce sera à garder à l'œil, à mon avis. Je dis l'année prochaine, mais sans doute encore plus longtemps que ça. Et si ça dérape, ce sera, on aura perdu beaucoup de choses, à mon sens. On va se séparer de Thierry Weber. Définitivement, il ne reviendra plus jamais. Non, c'est pas ça. Non, je prépare mes bagages pour Las Vegas. C'est pour ça que je vous abandonne. Voilà. Et donc, on va te souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, comme à tout le monde d'ailleurs. De joyeuses fêtes de fin d'année. Et on va se retrouver bien vite à la rentrée. Sans doute un peu après le CES ou pendant le CES, on essaiera de voir s'il y a un créneau possible. Pendant le CES, exactement. On va essayer la chose. On va voir. On va essayer un truc. Et nous, merci Thierry. Et nous, si tu veux bien, Aurélien, on va rester ensemble. Mais on va pas rester que ensemble. Rassure-toi, on ne va pas être que ensemble. La grosse patate, le gros dossier, comme on dit, pour terminer cet épisode, ce dernier épisode de l'année 2023, Aurélien. On parle régulièrement d'intelligence artificielle chez les technos, mais on parle toujours du côté plus utilisateur, moins de ce qui se passe derrière, dans la machine, dans le cœur du réacteur. Et tu avais envie d'explorer justement un peu plus en profondeur, je vais dire, cette piste-là. Ça va être un petit peu pointu. Pensez à votre cerveau. Préparez des aspirines, éventuellement. Non, je pense que ça va bien se passer. Mais tu vas nous expliquer tout ça dans le détail. Ah, mais vous savez, j'aime toujours ce qui se fait en recherche et du coup, j'aime bien comprendre les choses. Et donc, je suis tombé, en préparant cet épisode, sur une interview. On vous mettra en lien un article d'une interview de Mike Davis, le chef du laboratoire neuromorphique d'Intel, le Neuromorphic Computing d'Intel. On va discuter de ça. Et puis on parle d'IA, c'est comme on le dit, il y a énormément de choses sous ce terme global, c'est un peu buzzword. Et du coup, donc en lisant cet article, j'ai cherché à comprendre ce qui se passait derrière le neuromorphic computing, donc l'informatique neuromorphique. Et j'ai vu que c'était assez complexe et j'ai fait appel à une connaissance professionnelle, Maxime Vaillant. Salut Maxime. Bonjour à tous. On mettra ton lien LinkedIn dans la description du podcast, comme ça tu te feras de nouvelles connaissances aussi. Super. Je vais essayer de présenter juste, présenter en quelques mots. Bonjour à tous, donc moi je suis Maxime Vaillant, donc je suis ingénieur de recherche actuellement et je suis fraîchement diplômé et j'ai réalisé mon stage de fin d'études sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, donc c'est les réseaux de neurones d'impulsion, donc c'est pour ça que je vais venir expliquer tout ça. Très bien. Eh bien, écoutez, on parle souvent là dans les épisodes de LLM, large language model, et puis on parle souvent des gros sets de data et des grosses machines qui permettent de faire tourner les IA. On parle des IA dans les assistants personnels. On parle lorsque vous faites OK Google, c'est une IA qui derrière va chercher à savoir ce que vous avez demandé. Et donc, je suis tombé sur cet article d'Intel qui présente des nouvelles puces qui travaillent sur
la conception de nouvelles puces neuromorphiques. Et donc on va essayer de comprendre tout ça. Donc Maxime, parlons d'IA. Qu'est-ce qu'on met sous ce terme-là? Parlons des réseaux de neurones, du deep learning. Qu'est-ce qu'on met sous ces termes-là? Et puis quelle est la spécificité donc des SNN dont on parle dans cet article? Ouais, alors l'IA de manière globale, ça englobe beaucoup de choses, c'est très vaste, et donc quand on redescend, on va dire, dans la patatoïde que représente l'IA, on va retrouver le machine learning qui utilise des algorithmes d'apprentissage de manière globale, parce que l'IA veut dire apprentissage, et ensuite plus on redescend, plus on va se spécialiser, donc là on va Oui. Ça, c'est par exemple le fameux exemple avec les photos de chats, où est-ce que l'IA va dire est-ce que c'est un chat ou c'est pas un chat, c'est ça? Alors justement, on peut essayer de trouver, d'apprendre, de faire apprendre un algorithme pour détecter ça, et donc il y a plusieurs méthodes pour le faire, et donc là j'allais parler du deep learning. Donc le deep learning, c'est justement venir s'inspirer du cerveau, donc utiliser des neurones pour venir justement détecter si c'est un chat ou si c'est un chien justement sur l'image. Et donc la particularité des réseaux neuronaux à impulsion, c'est de s'inspirer encore plus du cerveau en utilisant justement des neurones qui émettent des impulsions, et donc c'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux à impulsion, spiking neural networks en anglais. Très bien. Donc, donc, on a aujourd'hui un tas de défis technologiques. Je prends par exemple les défis de la voiture autonome. Est-ce que, par exemple, ce type d'algorithme dont on va parler permettent, par exemple, à une voiture qui peut se retrouver sur plein de routes, dans plein de villes, sur des autoroutes, dans des configurations qui ne seront pas forcément apprises? Donc ça permet d'improviser. Est-ce que ces modèles permettront de prendre des décisions dans ces contextes-là? Alors tout à fait, l'idée des réseaux de neurones à impulsion, ce n'est pas de venir changer totalement l'utilisation des réseaux de neurones, c'est de venir remplacer potentiellement, si ça fonctionne correctement, remplacer les réseaux de neurones actuels. Donc aujourd'hui, tous les défis de la voiture autonome se retrouvent dans les défis des réseaux de neurones à impulsion. L'idée, c'est que les réseaux de neurones à impulsion vont venir ajouter des aspects supplémentaires qui sont intéressants, donc notamment la réduction énergétique, parce que justement ces réseaux de neurones-là consomment beaucoup moins d'énergie, et notamment grâce à ces puces neuromorphiques dont on parle dans l'article. Ok. Alors moi, en préparant, j'ai appris quelques ordres de grandeur hyper intéressants. Quand on voit, on en parle souvent avec David dans les épisodes. Quand on voit le type de matériel qu'il faut pour faire tourner ces modèles-là, j'ai lu dans un des articles qu'on vous a mis en lien que le cerveau utilise une puissance équivalente de 22 watts. Là où vous savez très bien, pour faire tourner des modèles relativement importants, il faut des machines qui consomment plusieurs centaines de watts. Et donc ces nouvelles puces dont Intel, sur lesquelles Intel travaille, la fameuse puce LOI, alors je sais pas comment ça se prononce, LOIHI, LOI, peut-être. Nous on dit LOI, mais après je pense que c'est assez au bon vouloir. Voilà, donc il y a des équipes donc en biologie, en ingénierie électrique, en informatique et en mathématiques qui travaillent là-dessus pour essayer de faire coller un hardware, on va dire, au réel fonctionnement du cerveau. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, c'est ça. Bon, après, pour le coup, je suis pas spécialement expert d'un point de vue hardware. Moi, justement, je suis plus expert en intelligence artificielle, donc vraiment sur la partie plutôt, je vais pas dire software, mais la partie utilisation. Donc, ce qui est un peu marrant, en fait, dans cette histoire-là, c'est que d'un côté hardware, on est plus près que d'un parti intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, les puces qui sont présentées fonctionnent, elles montrent des résultats qui sont très intéressants. Ensuite, il faudra réussir à faire fonctionner l'IA dessus, et c'est d'où on va dire le défi technique. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai pu lire sur ces puces, c'est que aujourd'hui, l'informatique, c'est des bits, c'est 0 ou c'est 1. Là où dans le cerveau, il y a, on utilise, on a des grandeurs analogiques, c'est-à-dire qu'on a un influx ou des communications entre nos différentes synapses qui sont pas 1 ou 0, qui peuvent être 0, 0, 1, qui peuvent prendre toutes les valeurs entre 0 et 1. Et c'est là où
en fait, on va faire un mix entre circuit numérique et circuit analogique, et à l'intérieur de ces puces vont se marier différentes valeurs qui peuvent être continues et plus des bits. Alors pour information, aujourd'hui, la plus grosse puce neuromorphique, elle simule 16 milliards de synapses. Là où notre cerveau, il en a 8000 billions. Donc 8, 10 puissance 12. Donc on est encore très très loin de pouvoir simuler c'est là que je me rends compte que je suis plus proche de la machine que de l'humain, en fait. non, mais c'est très intéressant tout ça, parce que ça ouvre des portes, et ça ouvre des perspectives très intéressantes pour les défis dont on parlait, la reconnaissance de différents langages, l'autonomie de certains robots, de certaines voitures autonomes dans des situations qui sont pas hyper prévues. Donc on en a parlé de ces puces. Est-ce que il y a d'autres applications quelles sont les applications, comment tout ça fonctionne, et quelles sont les futures applications, Maxime? Alors voilà, donc pour rentrer un peu plus dans le fonctionnement peut-être du réseau de neurones à impulsion, l'idée c'est que on s'inspire vraiment beaucoup plus du cerveau, et donc on va émettre des impulsions. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça permettrait des applications, ça donne un aspect temporel aux neurones que les réseaux de neurones dits classiques n'ont pas spécialement, ou du moins il faut une structure particulière pour l'adapter. Le réseau de neurones à impulsion, il a directement cette implémentation temporelle prête, on va dire. Et donc c'est là où il y a le traitement de l'audio, le traitement de la vision, peut-être justement encore plus biologiquement qu'aujourd'hui avec les caméras. Donc là on connaît les caméras RGB. Là justement plus récemment il y a des caméras dites à événements. Donc les caméras à événements, ça simule vraiment la vision, c'est-à-dire dès qu'il y a un changement entre un pixel, c'est ce changement-là qui va justement déclencher quelque chose, un événement. Et donc ces événements-là peuvent être particulièrement bien traités par ces réseaux de neurones à impulsion. Et c'est d'où l'intérêt de ce type de réseau, c'est vraiment de coller à la structure du cerveau, de la vision, du traitement de l'audio, etc. On avait parlé il y a pas tellement longtemps, rappelle-toi Aurélien, d'une caméra effectivement qui en tout cas qui était apte à donner des données de ce type-là, associées avec différents autres systèmes comme des lidars et des choses comme ça, pour justement optimiser cette image, la perception de cette image qui est toujours une image plate, celle qui est donnée par le capteur RGB. Et donc voilà, ça explique aussi pourquoi il y a des avancées dans le domaine de l'image et de la manière de capter l'image, peut-être du son aussi d'ailleurs, hein, on a moins parlé ça par contre, mais voilà. Oui, dans l'audio, on vous a mis un article qui alors je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup d'équations dans l'article, mais qui propose justement du traitement temps réel du son avec les réseaux de neurones à impulsion permettent de diminuer la puissance de calcul nécessaire, et justement de le faire dans un appareil. Et non plus sur une station avec une puissance de calcul énorme. Donc ce sont des nouveaux moyens, des nouveaux outils qui vont apparaître, et je pense que voilà dans le micro qu'on achètera dans 5 ans, il y aura ça. Ouais, c'est ce que tu disais Maxime en introduction aussi. J'imagine effectivement la vitesse de calcul, la vitesse à laquelle les impulsions vont circuler, c'est une donnée importante, parce que évidemment on sait faire plein de choses en off, j'ai envie de dire a posteriori, et en laissant tourner des machines très longtemps pour faire des calculs, etc. Ici l'enjeu c'est vraiment, c'est un exemple un peu bateau qu'on sort régulièrement, c'est la traduction automatique par exemple, d'avoir une petite oreillette tu vois dans l'oreille, et que on ait un interlocuteur qui nous parle dans une langue étrangère et qu'on entend parler en français dans l'oreillette. Aujourd'hui c'est pas vraiment possible, ou alors il faut un gros sac à dos avec une grosse machine dans le dos, et encore demain ce sera faisable, si je comprends bien. Alors, en l'occurrence, il y a déjà justement en IA classique, en deep learning classique, il commence à y avoir des nouvelles avancées qui permettent de la traduction en temps réel, qui fonctionnent pas trop mal. Je pense notamment à Whisper, par exemple. Mais l'intérêt des réseaux de neurones à impulsion, c'est que on va avoir un gain énergétique
C'est-à-dire que si on veut avoir, comme tu disais, une oreillette directement, ça va être plus qu'une oreillette, ça va être peut-être un ordinateur directement qui fait des calculs. Et là, avec ces réseaux de neurones d'impulsion, peut-être qu'on peut parler d'une oreillette. Et là, ça peut être intéressant. D'accord, ok. Parfait. Aurélien. Ok. Non, mais ça ouvre des champs. Moi, j'ai parcouru tous les articles et franchement, c'est un champ où on cherche, au lieu de traiter des matrices énormes ou des flux vidéo ou des flux audio énormes, où on cherche vraiment à trouver où est l'information et à ne traiter que ça et à mettre en place la structure hard qui fera le calcul juste sur ce dont on a besoin et pas forcément sur une image complète ou sur un fichier son complet. Donc allez voir toutes ces sources. Ça ouvre des perspectives. Et je sais qu'il y a des applications dans le monde du militaire également. Alors forcément, hein, vous savez, c'est bien ou pas bien, on pourra en débattre. On utilise aussi les puces neuromorphiques pour les calculs de trajectoire dans les satellites. Hein. Vous savez qu'il y a de plus en plus de satellites avec tout ce qui se passe au-dessus de nous. Et donc, il y a des calculs de trajectoire qui doivent se faire pour éviter les collisions. Et tout ça, sur les satellites, on peut aussi avoir des problématiques énergétiques, d'autonomie. Et donc, voilà, ça ouvre un tas d'applications possibles. Et c'est vraiment passionnant. Maxime, quelles étaient toi les applications qui te semblaient les plus inattendues de ces puces en l'occurrence? Alors, je vais faire une petite aparté en tout cas parce que on parle depuis tout à l'heure et je me rends compte que j'ai peut-être pas bien expliqué justement le fonctionnement même d'un réseau de neurones d'impulsion. Et après, je vais parler de tout ça, je pense. Ça peut être intéressant. C'est vrai que je vais pas parler du sujet principal. Faut juste que je rappelle un petit peu. Donc, l'idée vraiment, c'est de se calquer vraiment au fonctionnement du neurone du cerveau. Donc, c'est l'émission d'impulsion. Donc, l'idée, c'est que le neurone du cerveau fonctionne comme un accumulateur. Donc, il va prendre en entrée des impulsions. Donc il va y avoir à l'intérieur ce qu'on appelle le potentiel membranaire qui va augmenter, et dès lors qu'il dépasse un certain seuil, il va émettre en sortie une impulsion, et qui va une impulsion qui va être prise en entrée par d'autres neurones, etc. Et donc là on a vraiment cette structure de neurones présynaptiques, la synapse entre les deux et le neurone postsynaptique. Et donc pour revenir à ta question, Marc, moi personnellement j'ai travaillé, donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez Orange, et donc l'idée c'était de trouver des applications d'intelligence artificielle en utilisant ce type de réseau là, parce que on avait ce gain énergétique, alors que je sais pas si je vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau des routeurs, les grosses machines qui traitent plein de choses, justement les télécommunications, l'idée de rajouter quelque chose d'intelligent, ça avait un intérêt, sauf qu'on peut pas rajouter quelque chose d'intelligent qui consomme énormément, parce que du coup on perd l'intérêt, on perd les gains possibles. Et donc l'idée c'était de trouver des applications avec ce type de réseau de neurones pour justement faire des algorithmes intelligents tout en consommant le minimum possible. Donc c'était vraiment ça l'intérêt. Ok, super. J'imagine qu'il y a aussi, il y a une attente également dans le domaine de l'aide aux personnes qui ont des problèmes de mobilité ou d'élocution ou de compréhension, de vue, etc., puisque là aussi, on s'attend à ce qu'il y ait des aides et que la technologie aide des gens qui sont diminués pour des raisons médicales diverses et variées. J'imagine que ça, c'est un enjeu aussi, la portabilité du système, le fait qu'il consomme peu d'énergie, donc ça renforcerait l'autonomie de ces personnes en fait. J'ai pas spécialement d'informations particulières par rapport à ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a aussi un autre aspect de ces réseaux de neurones à impulsion, c'est que on n'a pas une connaissance du cerveau qui est particulièrement, parfaite en tout cas. On a justement des bribes, et l'idée justement, c'est que peut-être qu'en comprenant un peu mieux ces réseaux de neurones-là, on va arriver à comprendre je reste dans le domaine du médical, mais d'arriver à comprendre des pathologies ou justement de comprendre un petit peu mieux, je pense à Alzheimer, je pense à Parkinson par exemple, et ça pourrait permettre de comprendre un peu mieux ces pathologies-là. Une espèce de jumeau numérique du cerveau en fait, quelque chose comme ça. Exactement, parce que plus on va se rapprocher du cerveau, si on arrive à reproduire ce que le cerveau fait, de simuler ce que le cerveau fait, peut-être qu'on en arrivera à en comprendre un petit peu mieux, et inversement, je veux dire, les deux vont dans le même sens. Bien sûr, Les deux aident à améliorer les deux. Parfait.
Moi, j'ai une petite dernière question. Aujourd'hui, Maxime, est-ce que, quand tu dis que toi, tu travailles sur ce type de réseau, tu travailles sur des puces qui existent déjà, qui sont en vente, ou c'est comment ça se passe, et où tu as un environnement sur ton PC qui simule justement ces synapses qui prennent des choses en entrée? Comment ça se passe? Tu as des puces ou pas? C'est ça. Alors non, justement, les puces sont elles sont privilégiées pour des laboratoires de recherche. Donc moi, quand j'ai fait mon stage, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Enfin, c'est pas besoin. Ça aurait été vraiment très intéressant de les utiliser. Après, j'ai pas d'informations non plus sur le prix, par exemple, mais ça aurait pu être très intéressant. Mais ceci dit, on a justement des environnements qui simulent le fonctionnement. Donc là, par exemple, je vais citer justement quelque chose qui a été cité dans l'article, c'est Lava. Donc je sais pas comment ça se dit non plus. C'est un soft qui permet de simuler des réseaux de neurones à impulsion qui peuvent être implémentés sur des puces LOII, donc c'est développé par Intel aussi. Et donc ça permet justement de simuler. Donc là, je ne sais pas comment ça fonctionne, ça peut fonctionner par calcul matriciel. Donc là, du coup, on n'a plus le gain initial de ne plus utiliser de calcul matriciel qu'on utilise dans les réseaux de neurones classiques. Mais l'idée, c'est de voir si le comportement macroscopique, enfin le comportement global, suit bien la tendance, et normalement, si on met ça sur une puce, il va y avoir ce même comportement. Ouais, c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a déjà tout l'écosystème soft pour tester ces applications, et quand demain les puces seront on va dire en vente, on pourra faire les devices qui vont avec pour gagner. Ce qui est, au témoin d'un doute, ce qui est pas rare quand on est dans une innovation technologique, d'avancer comme ça, parce qu'à un moment donné, il va y avoir aussi effectivement des questions budgétaires derrière. J'imagine que l'étape suivante, c'est peut-être de réunir plusieurs chercheurs sur une même machine, sur un même setup au sein peut-être d'une université ou une autre, et puis de le développer comme ça, et au fur et à mesure, peut-être de l'étaler dans les différentes sphères. Donc on est au début, quoi. J'espère que c'est pas une question piège. L'informatique quantique, est-ce qu'elle va apporter quelque chose à tout ça ou pas? Alors c'est marrant que tu poses c'est marrant que tu poses parce que l'informatique quantique, elle a aussi une thématique de potentielle réduction énergétique, et donc c'est peut-être un peu l'aspect qui va en collaboration avec les réseaux de neurones à impulsion. Je sais pas si directement ça va avoir un impact, mais tout ce que je sais, c'est que ce sont deux pistes de recherche si on a envie de réduire la consommation énergétique. Bon, après, ça veut dire qu'il faut quand même développer beaucoup mieux l'informatique quantique pour justement amener ces réductions-là. Parce que justement, je sais pas si tout le monde sait, mais que en IA, il y a beaucoup de calculs qui sont redondants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise des GPU qui font des calculs assez similaires du calcul matriciel. Et c'est là que viendrait jouer justement l'informatique quantique qui permettrait de réduire vraiment ces calculs, peut-être faciliter l'entraînement, etc. J'en sais pas plus. Mais ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais en l'occurrence, là, la puce LOII de Intel, elle est prête, enfin je veux dire, elle existe. Le fonctionnement, il a été prouvé. Énergétiquement, il y a des preuves que il y a des gains. Par contre, ceci dit, là où il y a un problème, c'est sur les réseaux de neurones d'impulsion à proprement parler. J'ai pas trop, si vous voulez, je peux un peu plus rentrer dans les détails, mais on n'est pas aujourd'hui capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui en deep learning classique en réseau de neurones d'impulsion. Donc là, par exemple, vous connaissez ChatGPT, etc. Aujourd'hui, en réseau de neurones d'impulsion, on est très loin de tout ça, justement, d'un point de vue apprentissage, etc. Et c'est là où il y a un petit challenge technique, c'est d'aller essayer de comprendre tout ça, comprendre l'apprentissage au sein de réseaux de neurones à impulsion, et d'où la thématique en question. C'est pour ça que aujourd'hui, les SNN sont peut-être un futur pour l'IA si on arrive à développer tout ça. Mais comme le cerveau est la preuve vivante que ça fonctionne, normalement, on devrait y arriver. Oui, a priori. Peut-être que dans un premier temps, parce qu'on dit l'IA, mais il n'y a pas qu'une intelligence artificielle, il y a de plus en plus aussi, on le voit, des intelligences artificielles ciblées sur tel ou tel domaine. On a parlé de la médecine, on peut parler de l'audio, on peut parler de l'image, etc. Peut-être que dans un premier temps, ce modèle-là sera plus utilisé dans un domaine particulier, dans un type d'IA particulière, et que ça se développera sur cette base-là, et que d'autres utiliseront le modèle standard, on va dire, peut-être plus simple,
est quand même énergivore. Donc je garde en mémoire ce paramètre-là quand même, qui a beaucoup de sens aussi, d'essayer d'aller vers ça pour limiter la consommation, parce que c'est là une des critiques que l'on fait à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Aurélien. Non, écoute, moi je trouve que le sujet est passionnant. Oui, moi aussi. Je voulais remercier Maxime pour ses compléments et puis nos échanges en dehors de l'enregistrement. Et puis je vous invite vraiment à aller lire ces articles qui sont parfois en anglais, mais vous pouvez trouver. Il y a l'article du Big Data là, qui est en français. Enfin, il y a plein de sources si vous creusez. Il y a plein de sources. Et moi, je pense vraiment que au lieu voilà, c'est toujours la course au plus gros entraînement, au plus gros IA. Si on voyait les choses vraiment différemment, dans le sens où au lieu de calculer sur des grosses sets de données, on s'intéresse vraiment qu'aux informations qui changent et on essaye d'être moins énergivore, voilà, de calquer le cerveau et franchement c'est pas une bête pour moi, c'est pas bête d'essayer de voilà. Attention, hein, je dis pas, il y aura certainement des dérives, mais en tous les cas, comprendre le cerveau pour essayer de résoudre des problèmes technologiques tels que ceux dont on a parlé au début. S'inspirer de la nature, de manière générale, souvent on l'a dit, le mimétisme, souvent on l'a dit, des technologies très simples, très simples en apparence, sont souvent et efficaces, sont souvent issues du mimétisme par rapport à ce qu'on voit dans la nature, et ça c'est bien aussi d'en apprendre de ce côté-là et de pas essayer de réinventer la roue systématiquement. Merci beaucoup Maxime pour cette participation. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que le sujet, j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout et donc il y a certainement plein de choses à en dire. Merci Aurélien. C'est ici que cet épisode s'achève. C'est donc ici aussi que cette année s'achève avec vous, mes petits camarades. Merci à tous les deux. Passez de belles fêtes de fin d'année et d'ores et déjà une bonne année 2024. On se dit justement en 2024. Bon, on se dit rendez-vous, j'ai oublié un mot, en 2024. Merci à tous les deux. Salut Aurélien. Salut. Salut Maxime. Salut. À très bientôt. Salut.